Donc pour enchaîner, après ce live du 2 février qui a été si sympathique et après que nous ayons rendu l'antenne, si on peut dire simplement, vous m'avez posé des questions, mais c'était fini et j'aurais voulu répondre à ces questions parce qu'elles étaient bien intéressantes. Donc il y a 6 questions sur lesquelles je vais revenir comme ça. Donc d'abord, vous m'avez posé une question sur la chirurgie esthétique. Et est-ce que la chirurgie esthétique intervenait dans la manière de lire l'autre, de le comprendre? Oui, c'est sûr que la chirurgie esthétique va impacter la manière dont on va lire l'autre, le comprendre, dont il va nous comprendre aussi. Quand on dit lire, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est face à quelqu'un, on va le regarder et en fait, à des moments particuliers, parce que l'autre nous intéresse, il va y avoir de la résonance motrice qui va se mettre en place entre l'autre et nous. C'est-à-dire que pendant des temps très brefs, qui durent moins d'1 seconde, eh bien, on va inconsciemment chercher le mouvement des muscles faciaux de l'autre, de son corps aussi, mais de ses muscles faciaux, ce qui va nous permettre de comprendre ce que la personne ressent et lui attribuer l'état d'être qu'on voit, qu'on observe. Alors avec la chirurgie esthétique, comme les traits bougent moins, eh bien, on a moins conscience de ça. Si bien que l'émotion assez forte que peut ressentir la personne, eh bien, on la ressentira moins et donc il va y avoir quelque chose qui va se perdre un petit peu dans la manière dont on perçoit les messages que nous envoie l'autre. Ça peut être même assez fort parce que parfois même les traits peuvent être un peu bougés et traduire d'autres émotions que ce que la personne ressent réellement. Donc il faut veiller à tout ça, mais voilà, il y a chirurgie esthétique et chirurgie esthétique. Maintenant, vous m'avez posé une autre question, notamment sur la synergologie, oui, et en réunion d'équipe, en se demandant si la synergologie, ça peut marcher quand on est en réunion d'équipe. J'ai envie de dire que c'est même là que c'est le plus intéressant. Parce que c'est quoi l'intérêt de la synergologie? C'est de parler, en fait, c'est d'observer des gens qui ne parlent pas. Et quand ils ne parlent pas, il n'y a que le corps qui signifie quelque chose, qui est signifiant. Or, on a le sentiment que ce corps ne bouge pas, mais ce n'est pas vrai. Dans une réunion d'équipe, le corps, il bouge. Et en fonction de ce que la personne ressent, elle va mettre son diapason au niveau de ce qu'elle ressent. Donc, il y a beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup de signes, et c'est d'ailleurs normalement ce qui devrait permettre au bon manager, qui est formé à regarder, de pouvoir aller chercher les gens qui ne disent rien, mais dont ils ont le sentiment qu'ils auraient quelque chose à dire, même si eux ont décidé de ne pas prendre la parole. Mais le simple fait de les inciter à le faire parce qu'on sent et qu'il y a quelque chose, parce qu'on le perçoit à des signes corporels, eh bien, nous permet d'engager un dialogue. N'oublions pas, le manager, son problème principal, c'est qu'il est souvent face à des collaborateurs qui ne vont pas oser le contredire ou dire ce qui les dérange, alors que c'est précisément ce qu'il aurait parfois envie d'entendre. Donc oui, la synergologie, elle est efficace en réunion d'équipe. Oui, parmi les questions une question a été posée sur le vêtement. Quel est le lien entre la synergologie et le vêtement? Bon, mais en théorie, il n'y a pas de lien entre la synergologie et le vêtement. Le vêtement, c'est ce qui va être du domaine du supraverbal, qui est autour de la personne, alors que le langage corporel est holoverbal, pour reprendre des termes synergologiques. Sauf qu'il faut savoir que la manière de s'habiller impacte la manière dont on communique. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la première impression se met en place en moins d'1 seconde. Et ce qui veut dire que la personne qui va apparaître à nous, elle apparaît avec ses vêtements et elle dégage quelque chose déjà là. Et ce qu'il faut faire attention, ce n'est pas de renforcer le stéréotype ou le préjugé en ayant un œil plus favorable ou moins favorable selon la manière dont elle est habillée quand on observe son langage corporel. Parce que c'est un tout, l'individu. Donc autant le vêtement n'est pas un objet synergologique en soi, autant passer complètement à côté du vêtement et des stéréotypes et des préjugés qu'il pourrait faire passer, envoyer, ce serait une erreur. Donc voilà, voilà comment on se situe par rapport aux vêtements. Et c'est pour ça que l'image est quelque chose qui intéresse la synergologie et qui va l'intéresser sans doute de plus en plus.
Maintenant, une question est posée sur le rapport entre la synergologie et la médecine chinoise. Oui, c'est vrai qu'en synergologie, je pense par exemple au point des microdémangeaisons. C'est un corps là comme ça avec des points partout et on apprend des points parce que quand on se gratte, ça correspond à des points. Donc ces points, ils sont affichés sur des schémas et on pourrait penser, et d'ailleurs de loin, on peut penser à des schémas qui relèveraient de la médecine chinoise. Non, ce qu'il faut comprendre, c'est que le corps de la médecine chinoise et le corps de la synergologie ne sont pas les mêmes corps. On ne fait pas attention exactement au même phénomène. Le corps de la médecine chinoise et les aiguilles, on va aller chercher à atteindre à travers les organes un corps qui est un corps profond. Alors qu'en synergologie, on travaille sur un corps, le corps de la communication, qui est un corps plus superficiel, vous voyez, plus superficiel dans le sens où si je me gratte, vous voyez, c'est vraiment, je vais très très superficiellement sur le corps. C'est très signifiant ça, mais ce ne sont pas, on ne peut pas croiser comme ça aussi directement les deux grilles parce qu'on n'est pas intéressé aux mêmes dimensions du corps. Voilà pour répondre simplement. Donc, parmi les questions qui me sont posées, on me demande encore comment on pourrait démocratiser l'apprentissage de la synergologie pour la rendre plus présente dans le champ académique. Oui, comment on pourrait s'y prendre, le langage corporel étant aussi important qu'il l'est, parce qu'il est vraiment important. Hein. Toutes les études sont congruentes pour dire que le langage corporel pourrait être, elles ne sont pas toutes congruentes pour dire qu'elle pourrait être plus importante que le langage verbal, mais elles sont toutes congruentes pour dire qu'elle a un impact majeur sur la communication et sur l'interaction, le langage corporel. Alors pourquoi il n'est pas plus enseigné ? Peut-être une des manières de l'aborder serait par la prise de conscience, aider les étudiants, les collégiens, à prendre conscience davantage de nos stéréotypes et de nos préjugés, et particulièrement les stéréotypes et les préjugés liés au langage du corps. Notamment la manière de nous regarder l'autre, apprendre aux gens que ce n'est pas parce que quelqu'un ne nous regarde pas dans les yeux qu'il est menteur, par exemple, ou qu'il n'est pas honnête, ou qu'il n'est pas fiable. Comprendre que les gens qui sont introvertis vont moins regarder dans les yeux que les gens qui sont plus extravertis. Aider à prendre conscience aussi que ce n'est pas parce qu'on est fermé dans son corps qu'on est forcément une personne fermée. On peut être aussi fermé dans son corps parce qu'on est quelqu'un de plus intérieur et qu'on est mal à l'aise dans la situation qui est en face de nous, et on a le droit d'être mal à l'aise. Donc essayer d'aborder ce corps, voilà, c'est pas parce qu'une personne bouge aussi et qu'elle est une personne mal à l'aise, non, si elle bouge, c'est qu'elle est souvent mal à l'aise, mais c'est pas parce qu'elle est mal à l'aise qu'elle est menteuse. Vous voyez, il y a comme ça, c'est pas parce que quelqu'un a le visage rond, alors vous allez me dire c'est de l'image, mais c'est aussi le langage corporel, le visage rond, que la personne est naïve. On a tendance à penser qu'un visage rond, bien c'est le visage d'une baby face, quoi. Un visage rond, les gens qui ont le visage rond sont des gens plus naïfs. On a tendance à penser que les gens dont les paupières tombent et puis que les coins de bouche tombent sont moins intelligents que les autres. Vous vous rendez compte, ce stéréotype? Alors évidemment, on ne dit pas ça comme ça, mais quand on montre deux photos, la personne dont les paupières tombent et puis le coin des bouches tombe, eh bien on a tendance à penser qu'elle est moins intelligente que l'autre. On lutte tous contre ce stéréotype et tous on trouverait ça abominable de penser qu'on puisse raisonner comme ça. Pourtant, collectivement, c'est comme ça qu'on raisonne. Donc prendre conscience de ces manières de regarder l'autre et de ce qu'elle signifie, je pense que ça, oui, ça ferait beaucoup pour des interactions meilleures et apprendre ça à l'enfant, l'adolescent, l'adulte, l'étudiant. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire, oui, pour plus de tolérance. Et puis défaire les stéréotypes, ce n'est pas simplement de la tolérance, c'est défaire les stéréotypes. Ah oui, ce sera la dernière question. Il y avait une question qui dit que le mensonge pourrait être repéré à partir de 8 signes. On a dit ça il y a très longtemps en synergologie. On dit plus ça depuis pas loin d'une quinzaine d'années, mais en tout cas début des années 2010, non. Ce n'est pas une question du nombre de signes qui fait un menteur. On a dit ça longtemps, et on a dit ça tant qu'on pensait que le mensonge était lié à une dimension émotionnelle, avec cette idée que le menteur était plus mal à l'aise que la personne qui dit la vérité. Mais ce n'est pas vrai ça.
On s'est défait de ce discours il y a longtemps déjà, et parce que on peut être ému pour de bonnes raisons et passer pour un menteur alors qu'on ne l'est pas du tout parce qu'on n'est pas à l'aise simplement. Donc depuis que la synergologie ne travaille plus pour décoder le mensonge autour des signes qui sont des signes émotionnels, qui sont extrêmement importants, mais pas pour décoder le mensonge, et depuis qu'on travaille sur des théories qui relèveront plus de la charge mentale, un menteur doit penser à plusieurs choses en même temps, donc du coup il doit être beaucoup plus concentré, et c'est un type de concentration particulier qui crée un type de corps particulier. Donc on ne travaille plus à partir de signes particuliers, mais de grands principes. Et on va regarder comment la personne fluctue avec ces grands principes et comment elle est quand elle est face à l'autre. En sachant qu'on peut dire la vérité et pas être spontané, on peut dire la vérité et pas être très mal à l'aise en disant la vérité. On peut dire la vérité et puis comme elle incrimine d'autres gens qui peuvent être des proches, avoir la difficulté à dire ce qu'on a à dire, mais le dire quand même. Et puis de l'autre côté, on peut être menteur et très à l'aise, on peut être menteur et avoir très confiance en nous et avoir le sentiment que l'autre ne pourra pas décoder et du coup et rendre son mensonge très très peu décodable sur des masses émotionnelles. Donc on n'est plus sur des signes du mensonge, mais sur des grands principes à appliquer pour regarder l'autre et quand on regarde l'autre. Voilà pour répondre à cette dernière question. Et puis à clore comme ça ce live, donc pour reprendre la terminologie anglaise qui marche assez bien en français, il faut le dire. À très bientôt. Et merci d'avoir été là, puis merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Au revoir.